Salut à tous, bienvenue dans Ciné, Série et compagnie qui aujourd'hui célèbre les combats d'hommes et de femmes du présent et du passé. D'où notre présence ici, au musée du Général Leclerc et de la Libération de Paris, musée Jean Moulin, véritable lieu de mémoire autour de la Seconde Guerre mondiale et de la résistance en France. Parmi les héros qui vont traverser cette émission, Sully, ou plus exactement le commandant Sullenberger. Souvenez-vous, le 15 janvier 2009, c'est lui qui sauva tous ses passagers en faisant atterrir son avion sur la rivière Hudson. L'immense Clint Eastwood lui rend hommage dans son nouveau film, l'occasion d'une déclaration d'admiration enflammée dans le PS I Love You. Emmanuelle Berco, elle, s'intéresse à la lutte d'une femme pour la vérité dans La fille de Brest, celle du docteur Irène Frachon, qui révéla le scandale du Mediator malgré les pressions. La réalisatrice se confie sur ses choix de mise en scène dans Le Screen Parfait. Quant à celle qui incarne son héroïne, Sitze Babette Knudsen, elle est l'objet de toutes les attentions dans Madame et série. Rencontre avec une actrice qui navigue avec élégance entre petit et grand écran, d'Inferno à Borgen en passant par Westworld. La piquante Olivia Ruiz se confie dans l'extra interview à l'occasion de la sortie de son nouvel album À nos corps aimants et nous dit ce qui l'aimante, elle, dans le cinéma et la série. Mais tout de suite, on plonge dans la tête de Vincent Pérez qui réalise son 3e film et nous bouleverse avec l'histoire d'un couple de résistants allemands. À son corps défendant, il reste pour beaucoup ce jeune premier romantique qui a fait battre nos cœurs dans Cyrano, Fanfan ou La Reine Margot. Mais Vincent Pérez a 52 ans et bien d'autres envies. Quitte à se faire rare à l'écran pour se consacrer à la réalisation du film de sa vie, l'adaptation de Seul dans Berlin, œuvre phare de la littérature d'après-guerre allemande. Le combat véridique d'un couple d'ouvriers berlinois incarné par Emma Thompson et Brendan Gleeson, qui après la mort de leur fils unique se révoltent contre le régime nazi. Leur arme, des lettres laissées dans des lieux publics pour appeler à l'insurrection. Une histoire d'amour et de résistance à la fois dérisoire et essentielle qui a profondément marqué Vincent Pérez et lui a peut-être permis enfin de se trouver. Vincent, nous sommes ici au cœur d'une exposition qui est consacrée à la résistance allemande, qui est vraiment le sujet de votre film. Et je voudrais bien que vous vous retourniez, que vous me disiez ce que vous inspire cette photo qui est derrière vous. C'est quand je l'ai vu, c'est comme si c'était une amie ou quelqu'un avec qui j'ai partagé un bout de mon existence. C'est très étrange. Vous l'avez rencontré comment? Est-ce que c'est à travers le livre Dans Falada, Seul dans Berlin? Effectivement, j'ai été happé par cet appartement, ces étages du Jablonski-Strasse. Et j'ai mis du temps à comprendre en fait pourquoi j'ai eu cet appel. C'est comme si tout d'un coup il y avait une sorte de chose qui s'est cristallisée, le besoin absolu de raconter cette histoire, d'en faire un film. Bien évidemment, je fais le lien avec l'histoire de ma famille, l'histoire de ma maman. Parce que, voilà, une maman allemande, un papa espagnol qui a lutté contre les franquistes. Donc, mon grand-père espagnol s'est fait fusiller à l'âge de 25 ans, car il était républicain, donc antifranquiste. Du côté de l'Allemagne, j'ai remonté mon arbre généalogique, dont j'ai découvert pas mal de choses, notamment que par un seul membre de ma famille allemande était inscrit au parti nazi, qui est vraiment une forme de résistance. Et j'ai découvert qu'un grand-oncle s'était fait gazer. Et vous avez l'impression qu'en préparant ce film, vous avez résolu des choses du passé? J'ai mis de l'ordre, j'ai mis beaucoup d'ordre en fait sur une mémoire chaotique, une mémoire où il n'y avait pas de chronologie dans cette mémoire familiale. C'est comme si j'avais comblé un vide dans mon équilibre affectif. Donc du coup, je vais beaucoup mieux. So what do we do now? Reporter? If we had more men, it wouldn't be a problem. We would catch this, how shall we call him? Hobgoblin in no time. I'd investigate everyone in Berlin who has lost a son within the last 2 weeks. Why? The Führer murdered my son. There's only one son. And? We wait. Vous avez mis 10 ans pour faire ce film. Pourquoi il a été si difficile à financer? Je crois qu'aussi bien du côté français que du côté allemand, personne ne semblait en voir l'utilité, alors que ce livre
de Hans Fallada est quand même un best-seller en Allemagne. Il compte énormément, il est étudié à l'école. Ça posait un problème aux Allemands qu'un étranger, finalement, parce que même si ma mère est allemande, vienne s'empare d'une histoire qui parle de quelque chose qui leur appartient. Comme par exemple, je peux vous donner un exemple, tous les figurants sur le film, ou les acteurs, dès qu'il y avait une croix gammée quelque part ou un drapeau, il y avait toujours du ruban adhésif dessus pour cacher entre les prises, entre les plans, pour cacher la croix gammée, parce que c'est interdit de mettre des croix gammées en Allemagne. Et donc, avant les prises, ils enlevaient les scotch comme ça qu'ils avaient pour pouvoir. Donc, c'était tout un rapport. J'avais une actrice qui tout de suite cachait la postière et tout de suite recachait la swastika, et c'était vraiment assez étonnant en fait d'être dans cette position-là, de faire revivre, de faire replonger des Allemands d'aujourd'hui dans cette période-là, dans la période de leurs parents ou de leurs grands-parents. Why are you writing like that? I'm disguising my handwriting. Let me do it, please. J'ai voulu explorer l'histoire d'amour. Je trouvais que c'était une histoire d'amour absolument bouleversante. C'est un couple qui n'échange plus. Il y a plus de la fusion. Et en fait, ce qui m'a intéressé, moi, c'est de filmer comment ils vont commencer à se rapprocher l'un à l'autre. Comment doucement, très lentement, méthodiquement, l'amour va rejaillir de ses cendres. Now we are alone. Aren't you afraid? We said we'd do this together. You won't stop. So we wait. We wait for our friend to make a mistake. C'est votre 3e film comme réalisateur. C'est vrai que vous ne vouliez plus réaliser? Ouais. Pourquoi? Parce que suite à mon 2e film, qui était un film de commande... Si j'étais toi. Si j'étais toi, oui. Je me disais que, en fait, j'avais rien à raconter, que j'avais pas d'histoire à raconter. Et Seul dans Berlin a été un passage obligé. Il fallait que je passe par quelque chose qui soit vraiment lié profondément à mon histoire. Et puis, depuis que j'ai fait cette histoire, depuis que je suis passé par là, j'ai eu tout d'un coup un flot d'histoires que j'ai envie de raconter. C'est comme si j'avais trouvé mon chemin. Et je vais réaliser mon prochain film normalement dans quelques mois. Vous n'avez pas eu à un moment les mêmes doutes et la même perte d'envie en tant que comédien? Parce que j'ai eu l'impression qu'on vous voyait moins. Vous m'avez pas beaucoup vu au cinéma parce que j'étais occupé à me trouver, en fait, voilà, j'ai toujours eu un peu cette frustration de ne pas faire suffisamment travailler le petit artiste qui est en moi. Donc je l'ai fait à travers la photographie. D'ailleurs, c'était mon premier métier, il est revenu, ça y est, je me suis trouvé en tant que photographe. J'ai mis 10 ans à trouver mon chemin aussi dans la photographie. C'est vrai que moi, j'adore mon métier d'acteur et j'adorerais pouvoir trouver des rôles qui soient je dirais, porteurs, mais en même temps, vous voyez, là, je travaille avec Polanski, je tourne dans une série anglaise qui s'appelle Riviera. Là, je viens de faire un film canadien où je joue Jacques Cartier, qui découvre le Canada, etc. Dalida, qui sort aussi. De Lisa Solos. Voilà, qui est un film très réussi, où je fais des participations, mais ça me plaît bien, ça me plaît bien. Alors, on a une petite tradition dans cette séquence. Après avoir été dans votre tête, c'est vous qui avez le dernier mot. Donc... Qu'est-ce qu'il faut que j'écrive où vous voulez, d'un côté ou de l'autre. Ce suspense est insoutenable. Voilà, je sais pas pourquoi ça me fait penser. Voilà. Cher Clint Eastwood, à 86 ans, vous portez très bien le petit polo à rayures et je ne vous ferai pas l'affront de présentation à rallonge. Plus jeune, j'ai vu tous les westerns dans lesquels vous avez joué, de votre revolver ou de vos yeux d'acier. Je suis tombée amoureuse du cruel inspecteur Harry. J'ai admiré tellement de films que vous avez réalisés et je ne peux toujours pas regarder Sur la route de Madison sans m'effondrer en larmes comme une loque 20 ans après sa sortie. Votre 35e film s'intéresse à un héros ordinaire et magnifique, Chesley Sullenberger, surnommé Sully, le pilote du Miracle sur l'Hudson, un homme simple devenu héros international, une histoire cinématographique en soi. This is the captain. Brace for impact. Pour ceux qui vivaient sur une autre planète il y a 7 ans, je vous la fais courte.
Un vol d'oies sauvages qui neutralise les 2 réacteurs d'un Airbus transportant 155 personnes au-dessus de la ville de New York. Un amérissage forcé dans l'Hudson River 6 minutes après son décollage et le miracle. I was fascinated by it, as most people, but especially that iconic picture of the plane floating on the Hudson River and then all the people standing out on there, or a good portion of them standing out on the wings. And I thought, that's an interesting, that's a great shot. And then the fact that nobody perished in the landing was great. And so it was kind of a good news program all the way around. Cactus 1549, runway 4, clear for takeoff. Sully, we're too low. Sully, where are you? Dans la peau de Sully, Tom Hanks dans un de ses meilleurs rôles, sobre et tout en retenue. L'acteur a 15 ans à l'époque où vous commencez à réaliser vos premiers films, et il fait partie de cette génération acquise à jamais à vous, l'homme des hautes plaines. All the movies of Clint Eastwood, and the ones that are amazing are super amazing. Him as an actor. I mean, geez, he's got some pretty iconographic performances. I always believe that one of the most important things in making a film is casting it correctly. Well, Tom, has a certain presence and a certain humbleness in his presence. He's not an extrovertish. I mean, he can be, but he comes across like a reserved type of guy. Everything fell into place. What's the name of the movie? Hey, is this Sully? They get a lot of that. Hey, is this Sully? And because I had the white hair, I was walking around town. Oh, man, did I get a lot of that. Sully! I got an awful lot of the Sully screamed at me. Way to go, man! Miracle, miracle man! Miracle on the Hudson, man! Sully! I got that everywhere I went because of that. No one warned us. No one said you were going to lose both engines at a lower altitude than any jet in history. Si le casting est parfait, la mise en scène aussi est remarquable. Une caméra à l'intérieur de l'avion et 4 à l'extérieur, le tout filmé en IMAX, on est littéralement dans l'avion. Casting qui colle, technique parfaite, votre film est donc ultra réaliste et pourtant son sujet n'est pas la catastrophe évitée. Là où, mon cher Clint, vous nous la faites à l'envers, c'est que vous suivez le procès méconnu qui a suivi l'affaire, et c'est en cela que le film est passionnant. Today we begin with our Operation and Human Performance investigation on the crash of U.S. Airways Flight 1549. Water landing. Captain? This was not a crash and it wasn't a ditching. We knew what we were trying to execute here. It's not a crash. It was a forced water landing. It was a fascinating story, and I didn't know that there was a conflict to it. So when I read that and then I realized, I want to make this now. It's got good dramatic to it and it's got good human factors. Oh oui, mon cher Clint, le facteur humain est primordial à l'époque. À 5 jours de la première investiture de Barack Obama, l'Amérique de 2009 s'enfonce dans la crise économique et Manhattan est toujours traumatisé par le 11 septembre. Another low-flying passenger airplane, coming in at the level of the buildings of New York City. No one wanted to see that. No one wanted to see that again. And instead what happened was our institutions proved worthwhile. The people who were prepared and who's or the professionals that did it actually did their job. And guess what? We all survived what seemed to be an act of God by way of a flock of Canadian geese, Sur les photos, les gens semblent marcher sur l'eau. C'est vrai que la sémantique biblique est tentante. Cet avion miraculé qui ne s'est pas écrasé sur New York, c'est un écho magnifique aux attentats. C'est le sauvetage qui rassemble une nation unie dans la solidarité. C'est le film de l'Amérique sur un piédestal et c'est vous qui l'avez réalisé. Je vous reconnais bien là, mon cher Clint. Avec son nouvel album « À nos corps aimants », Olivia Ruiz continue d'attirer à elle des images nées de ses rêveries ou de ses rencontres avec le cinéma et la série. Une extra interview donc, avec une femme avisée et généreuse, dont on apprend à deviner la spectatrice pour comprendre ses passions animées. Bonjour Olivia Ruiz, nous sommes à table, on va essayer de vous faire parler de cinéma et de série. Parce qu'il y a la sortie de cet album, il est question de désir, il est question de corps, il est question de séduction.
Le désir, c'est une question de cinéma, c'est vraiment au cœur même du cinéma. On pense au mépris de Godard, le désir des corps, Casino de Scorsese, le désir des autres, ou Blow Up d'Antonioni, le désir de voir. Quel film fait le mieux dialoguer ce désir entre ce qui est visible et ce qui n'est pas explicite? C'est une question hyper difficile. Moi, tout de suite, quand on évoque ces sujets-là, je pense à Almodovar. Parce que je trouve que c'est quelqu'un qui raconte merveilleusement les femmes. Et la femme sous toutes ses formes. La mère, la femme charnelle, celle qui brûle de désir, celle qui est meurtrie. Avec cet album, vous allez partir en tournée. Et je me dis que l'occupation première, quand on est dans un bus tour, c'est les séries. Vous qui aimez l'image, est-ce que c'est l'occasion de faire du rattrapage, de faire des découvertes de séries? Dans mes derniers coups de cœur, il y a Transparent. Voilà, ça c'est vraiment la série. Qu'est-ce qui vous intéresse dans Transparent? D'abord le personnage de cet homme, qui est un acteur extraordinaire et qui me bouleverse, cette fratrie qui est quand même juste hyper barrée. C'est un profil un type de personne qu'on croise rarement. Et en même temps, avec une humanité, on a tous envie de les prendre dans ses bras. Que ce soit la grande sœur complètement paumée, en plein divorce, qui devient lesbienne et puis non, ou la petite sœur, l'incidence de tous les non-dits de cette vie entre cette Judith Light, qui est extraordinaire là-dedans, et le héros. Et petit à petit, on décortique justement comment cette famille, enfin en tout cas ses parents, ont finalement rendu la vie de ces enfants aussi belle et en même temps complètement décousue. Le lien entre eux qui se fait, qui se défait. C'est ça que vous aimez dans la série, c'est l'humain. C'est ce que le cinéma ne permettra pas de traiter en 2 heures, mais sur une saison. Probablement. Revenir à la complexité de ce qu'est la nature. Oui, parce que j'ai un attachement tellement fort. Et ça commence quand je suis ado avec Friends. Il y a quelque chose qui donne envie de les retrouver. C'est un rendez-vous. On est moins seul aussi. Il y a quelque chose comme ça dans la série. Tout d'un coup, quelqu'un nous attend à la maison, en quelque sorte. Mon corps s'affaiblit, mon amour. Dans votre chanson, Mon corps, mon amour, vous chantez que vous ne parvenez pas à assouvir vos désirs. Est-ce que la salle de cinéma, ça pourrait être un lieu pour assouvir ses désirs? Ah bah, bien sûr qu'il y a quelque chose d'absolument... à l'adolescence, c'est vrai que la salle de cinéma, c'est un peu le lieu où on se dit que tout va pouvoir se passer. C'est un endroit de rendez-vous qui est très confidentiel. Donc bien sûr que c'est très, très, très inspirant. Moi d'ailleurs, j'adore errer dans la salle de cinéma dans laquelle mon grand-père était projectionniste, qui est devenu un hangar dans mon village, à Marseillette. Au départ, il avait un cinéma itinérant. Et ensuite, il s'est installé dans le garage de mon arrière-grand-mère, qui est resté... voilà, on continue à dire aujourd'hui où est tel objet qu'on a rangé. Il est au cinéma. Et vous étiez avec votre grand-père, c'est un peu cinéma paradisio? Vous étiez du côté de la salle ou du côté du projectionniste? Il a arrêté d'être projectionniste bien avant ma naissance, donc j'ai pas pu profiter de cette période-là, mais c'est toujours avec joie que je reçois encore des lettres de gens qui me disent « Grâce à votre grand-père, on a découvert John Wayne, grâce à votre grand-père, on a découvert telle ou telle chose. » Je pense que ma mère est une amoureuse des westerns, ce qui a fait de moi une amoureuse de Morricone, probablement, à cause aussi, ou plutôt grâce à mon grand-père. Un de vos titres s'appelle Tokyo Eyes. Est-ce que vous connaissez le cinéma? Hommage à Jean-Pierre Limousin, parce que je suis une grande fan. On en revient au cinéma. J'ai même failli tourner avec lui, et c'était très triste que ce projet n'ait pas obtenu de financement, parce que Tokyo Eyes, ça fait vraiment partie de mes films cultes, et que quand je me suis retrouvée à faire la première partie de Salvatore Adamo à Tokyo, je me suis baladée dans cette ville avec toutes ces images en tête. À ce moment-là, le cœur un petit peu gros, avec une discussion un peu houleuse avec certains de mes proches. Et voilà, et cette déambulation musicale est née d'une frustration? Non, d'un petit cœur gros. Puisque Tokyo Eyes, il est question d'essoufflement, voilà une vraie respiration pour découvrir un continent de cinéma, le cinéma japonais. Génial. Et puis un art du raffinement dans sa mise en scène et dans ses sujets. On pense que ce n'est que des films de sabre. C'est bien plus que ça. Oui, un coffret, 101 cinéastes, c'est rigolo, 6 DVD. Audrey Hepburn, voilà, c'est chez Carlotta. Ça, c'est magnifique.
Merci. Vous allez pouvoir être sensibilisé C'est un au sublime cinéma cadeau. japonais. Génial, parce que vraiment, à part évidemment Miyazaki, voilà, qui m'a emmené plein de fois, je connais rien du tout en cinéma réel. Savez-vous, chère Olivia, qu'au Japon, ceux qui s'aiment ne disent pas « j'aime », mais il y a de l'amour. Comme on dirait « il pleut ». On vous souhaite donc d'être encore emporté longtemps par ces images pour lesquelles vous avez beaucoup d'amour et de curiosité. À suivre dans le Screen Parfait, une réalisatrice de plus en plus engagée, Emmanuelle Berco. Après La tête haute, où elle suivait le parcours houleux d'un jeune homme auprès des services sociaux, elle signe La fille de Brest, consacrée au scandale du Mediator et à celle qui eut le courage de le révéler au grand jour, le docteur Irène Frachon. Récit d'une lutte sans merci dans la leçon de mise en scène de la semaine. Mais également dans Madame et Série, qui est partie à la rencontre de celle qui incarne avec brio ce médecin opiniâtre, la comédienne danoise Sitze Babette Knudsen. You're late. Cette semaine, Madame et Série est allée à la rencontre de Sitze Babette Knudsen, actrice danoise qui fait le grand écart entre petit et grand écran depuis 20 ans. Si au Danemark elle s'est fait connaître au cinéma, c'est dans Borgen que la France l'a découverte. Elle incarnait la première ministre Birgit Nyborg, une femme forte, énergique et vraie comme l'actrice. Trine, det er ikke forberedt til jer. Det er ren impro, det du står og fyrer af. Om vores politik. Og alt det gør vi, fordi det er så vigtigt at ramme rigtigt. Lige nu står min spindoktor ude i kulissen og korser sig over, at jeg ikke holder mig til min tale. Han er også meget ked af, at jeg ikke har taget det tøj på, som vi har aftalt. Men sagen er, at jeg desværre ikke kan passe det for øjeblikket, fordi jeg er blevet lidt for tyk. Je trouve dans Borgen, c'était très séduisant parce que déjà, le monde politique, je connaissais mal, donc c'était super intéressant pour moi de m'engager là-dedans. Je trouve que l'arc pour le personnage était très intéressant. Il y avait des possibilités de beaucoup de recherche. Birgitte Begøje. Michael. Så kæft, hvor har jeg tænkt på dig det sidste år. I lige måde, Michael. Det lyder da som start på en romance, hva'? Kasper, godt at se dig. Har du lige 2 minutter? Det kan du tro. Après Borgen, je me suis dit, je vais aller où après ça? Parce qu'il me faut un projet assez particulier pour être aussi excitant, qui me remplit autant, qui m'engage autant. Et c'était fantastique parce que c'est là où elles sont venues avec La fille de Brest, qui était vraiment un bon endroit de mettre tout mon cœur. Jackie Hénin. Jackie Hénin. H accent N-I-L. J-U-V-I-N. Jackie Michel. Eva Jolie. J-O-L. Oui, bonjour, c'est encore Irène Frachon, la pneumologue qui vous a fait parvenir mon livre sur le Mediator. Je suis désolée de vous bombarder avec tous ces messages, mais j'aimerais vraiment vous rencontrer. Dans La fille de Brest, Sitze Babette Knudsen incarne Irène Frachon, la pneumologue française qui a dénoncé le scandale du Mediator. Une femme pugnace qui a inspiré l'actrice. C'est une chance exceptionnelle, pas seulement que c'est un beau rôle. C'est un scandale d'État. C'est une histoire importante. Ça parle d'engagement d'un citoyen qui arrive vraiment à faire bouger des choses, qui est, comme histoire, c'est très rare. Celle qui a conquis le public français après être devenue l'actrice favorite des Danois s'est lancée à la conquête des Américains. Pour cela, elle passe directement par la grande porte, celle de HBO pour la télévision avec la plus grande production de la chaîne câblée Westworld, et celle de Ron Howard pour le cinéma, aux côtés de Tom Hanks dans Inferno. Mais comment choisit-elle ses rôles? Westworld, j'étais un peu comme un fan. J'étais actrice / fan, parce que je me suis trouvée dans un monde que je voyais développer avec des idées, avec des sujets super intéressants et avec des maîtres, des grands acteurs. Donc ça, j'étais un peu voyeur aussi sur ce projet-là. Ça peut aussi être de travailler avec quelqu'un. Je m'en fous un peu ce que je fais moi, mais si je travaille avec quelqu'un que j'adore, ou un réalisateur, ou d'être dans Inferno, par exemple, de rentrer dans ce genre-là. Je n'ai pas du tout touché à ça, un gros film comme ça. Donc c'est très différent ce qui m'excite. Et normalement, c'est quand je sors d'un projet, j'ai envie de faire l'inverse.
En véritable caméléon, l'actrice navigue entre série et cinéma avec une aisance et un naturel déconcertant. Pour s'adapter au changement de format, elle a appris sur qui s'appuyer. Il y a le cœur du projet placé sur une personne ou très peu de personnes. Et dans sa série, c'est les écrivains, c'est les showrunners. Donc sur Westworld, par exemple, c'était Jonathan Nolan et Lisa Joy. Donc les réalisateurs, ils passent et ils vont avoir leur goût aussi, mais en dessous de ça, ou derrière ça, il y a les showrunners qui vont... Donc c'est avec eux qu'on parle, c'est avec eux s'il y a quelque chose qui cloche ou si on a des idées ou des nuances qu'on ne comprend pas, c'est avec eux. Et c'est vrai que, mais tant que dans un film comme ceci, c'est Emmanuel Berco qui est le premier, le deuxième et le troisième, les quatrième personnes que je demande parce que c'est vraiment son projet énormément. Pas non plus. Non mais il faut qu'il y ait ça quand même. Il faut qu'il y ait non. L'art combattant, mais non, On pas dit trop non. quand même. On dit non. Je dénonce. Je me peux pas différemment pour chaque chose, mais avec une série, on ne sait pas toujours, on a rarement tous les scénarios. Donc, il faut aussi faire attention à ne pas préparer quelque chose qui risque de changer dans le scénario. Avec un scénario de cinéma où il y a quelque chose où on lit tout, je vais de là à là, je connais tout mon chemin, je connais le chemin des autres aussi. Là, je peux plus me préparer de où est-ce que je vais placer ça. J'ai cette chose-là, un petit gâteau, si je le mets là, peut-être c'est pas bien pour l'autre personne, donc je peux beaucoup plus dispose. Tant qu'avec une série où je connais le chemin, sûrement mon chemin à moi, mais je connais pas celle des autres. Je sais pas qu'est-ce qui va se passer dans les scènes, et donc là je fais vraiment attention à seulement inventer ce dont j'ai besoin, mais d'être aussi ouvert à qu'on me donne des indications au fur et à mesure. Pour celles qui aiment observer, toutes les expériences sont bonnes à prendre. Et même quand elle est simple spectatrice, l'actrice continue à apprendre à jouer. Avec un film, on va manger tout le plat en même temps. Donc, on peut... A priori, les gens vont rester jusqu'à la fin. On espère ça. Donc, on peut commencer par leur donner quelque chose qu'ils n'ont pas attendu. J'adore ça quand je rentre dans le cinéma et je me dis, c'est quoi ça? Mon pulse, ça va comme ça, et ça, ce que je regarde, c'est da, 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 ah là là. Mais il y a quelque chose qui est magique, qui arrive, que je rentre là, dans cette pulsation, dans cette dynamique. Je trouve ça c'est différent avec la télévision, parce que si on n'aime pas, on fait ça. Donc il faut être servi dès la première minute de ce qu'on va avoir. On a moins de patience. C'est un petit écran aussi. Il se passe quelque chose là, on a son téléphone, il y a son enfant, donc il faut être accroché. Et c'est aussi, ça influence aussi le jeu. Mais c'est pas quelque chose, j'y pense pas consciemment quand je joue. Mais c'est vrai que j'ai cette conscience quand même. Je me vois aussi en tant que spectateur. Mais je peux pas faire grand-chose parce que c'est dans l'écriture aussi. Elle n'y peut pas grand-chose et pourtant elle y peut beaucoup. Cissé s'impose doucement comme une figure incontournable de tous les écrans, un visage dont on aime retrouver la chaleur et le sourire. Pour son nouveau film La fille de Brest, Emmanuel Berco marche avec talent sur les pas de réalisateurs américains comme Michael Mann ou Steven Soderbergh, quand, obsédé par l'idée de justice, il nous propose une critique de notre société. Avec modestie mais ambition, elle nous livre elle aussi un film de combat, une recherche de vérité autour d'un personnage réel, la pneumologue Irène Frachon. La guerre aux méchants labos, c'est ça? En attendant, c'est eux qui nous font bouffer. Et sans financement, pas de recherche possible. Si la recherche est pas au service des malades, alors pourquoi faire ce métier? On va se faire tailler en pièces. Pas de panique. Avoir une grande gueule,
Tu crois que ça suffit? Alors maintenant, tu vas prendre ta bite et ton couteau, Madame Mireille Frachon, et on va voir comment tu te démerdes. Bonjour Emmanuelle Berco. Bonjour. Vous mettez en scène un sujet de société, le scandale du Mediator. Alors la question, c'est pas de savoir pourquoi, mais comment vous mettez en scène ce sujet. Il y a quelque temps, je rencontrais Oliver Stone et il me disait « c'est le sujet qui impose sa mise en scène ». Qu'est-ce qui s'est imposé dans votre mise en scène par rapport à ce sujet? Sur une histoire quand même assez aride, assez complexe, il fallait absolument faire du spectacle et du divertissement. Et pour ça, j'avais 2 atouts possibles. Mon personnage principal, qui est ce qu'on appelle un numéro, quoi, un phénomène, donc avec beaucoup de fantaisie qui permettait de sortir de l'aspect vraiment technique, scientifique et dramatique de l'affaire. Et l'autre atout que j'avais, c'est de pouvoir en faire un thriller, et c'est ce que j'ai choisi de faire, et donc de me frotter pour la première fois à un film de genre. On a quelques minutes pour mettre en place, pour que le spectateur comprenne où on en est, et après, il faut le harponner, il ne faut plus le lâcher jusqu'à la fin. Et donc ça vient par un suspense incessant. Il faut se demander à chaque scène ce qui va se passer ensuite. Et il faut, voilà, le rythme effréné et l'efficacité, et ça se traduit dans la mise en scène par, enfin en ce qui me concerne, énormément de plans et énormément d'axes. On a 2 minutes du lâcher de bombe. Toutes les preuves, elles sont là-dedans. Faut arroser les grands médias. Je suis médecin, moi, pas pom-pom girl. Ça va être Hiroshima. Ah bah c'est pas moment de te dégonfler. Bon, dans 10 secondes, c'est sur le web. Ça va être repris partout, je te le dis. Je vous ai parlé d'Oliver Stone, mais on pourrait évoquer aussi Soderbergh avec Erin Brockovich. On pourrait parler de Michael Mann, Révélation. Est-ce que le cinéma des autres vous aide à faire le vôtre, et celui-là en particulier, et c'est l'écriture américaine que vous avez voulu retrouver quand vous parlez d'efficacité? Oui, mais de toute façon, le cinéma des autres m'aide à faire le mien, mais je pense que c'est le cas de tout le monde. Enfin, je pense qu'il n'y a pas d'autre moyen d'apprendre le cinéma que d'étudier le cinéma des autres. Enfin, en tout cas, de ceux qu'on admire. Que ce soit moi, je décortique. Pas que la mise en scène, je décortique les scénarios. Et c'est comme ça que j'apprends depuis le début. On peut s'inspirer de ce savoir-faire quand même brillant qu'ils ont sur ce type de film. Donc là, ça a demandé un travail de découpage préalable quand même assez élaboré, dans le sens où telle partie de la scène, je vais la filmer sous tels axes. Je ne fais pas toute la scène sous tous les axes. Je prévois déjà, en fait, d'une certaine manière, le montage. Donc c'était une façon... On jouait des petits bouts de scène à chaque fois, rarement la scène entière, et je changeais et les axes et les places de caméra. Tout ça est réfléchi. C'est pas du tout une façon de se couvrir, c'est une façon d'anticiper la nécessité de rythme qu'on va avoir au montage et de jamais être en rade, quoi. Je te dérange pas longtemps, je suis en consulte. Oui. Catherine nous informe que son forcing a fini par aboutir. Les sages de la Commission nationale de pharmacovigilance vont m'auditionner. Quand? Mardi prochain à l'AFSAPS. C'est chiant. Pourquoi? C'est trop tôt. La lumière, elle est signée Guillaume Schiffman. On le rappelle, c'est celui qui avait signé notamment The Artist et puis Populaire. 2 genres totalement différents. C'est votre 3e collaboration, La tête haute et Elle s'en va. Qu'est-ce que vous lui avez demandé de mettre en lumière pour ce film? Je lui ai demandé de... Mais le pauvre... Ça a été extrêmement compliqué pour lui, parce que je voulais une lumière quand même assez élaborée, assez stylisée, qui renforce la dramaturgie, mais il y avait des murs blancs partout. C'est l'horreur pour un chef-op, hein, tout le monde le sait, des murs blancs, des blouses blanches. Bon, il s'est arraché les cheveux. Il a fait ce qu'il a pu, d'autant qu'on tournait à un rythme effréné, c'est-à-dire il n'avait pas le temps de sortir 3 projecteurs, mais seulement 2. Et on s'est rattrapés, disons, tous les deux. On a pris plus de liberté, plus de plaisir dans des scènes comme par exemple celle qui concerne le personnage du Père Noël, là, le type de la CNAM qui enquête en secret et qui est en fait l'archétype de gorge profonde de ce type de film-là, où là, évidemment, on n'était pas du tout dans
une atmosphère lumineuse réaliste. On a dramatisé à mort avec la lumière ces moments-là. Donc il y a des moments où on a pu s'amuser à rentrer dans les codes du genre aussi. Avant de choisir le cinéma, vous avez hésité avec la chirurgie. Est-ce qu'on peut rapprocher et envisager la mise en scène comme de la chirurgie, c'est-à-dire la mise en œuvre de procédés manuels et l'usage d'instruments dans un but recherché? Complètement. Mais c'est peut-être ce qui me plaît dans le cinéma, hein. Les instruments, ce sont les caméras et les comédiens, et effectivement toute l'équipe qui va derrière, hein, mais quand même, c'est ça nos instruments. Et par ailleurs, la pratique, l'acte chirurgical, il est dans le découpage, dans la façon dont on va découper tout ça, de la façon si on va opérer comme ça, si on va opérer comme ça, si on va opérer tout le corps. Et c'est vrai qu'il y a vraiment de ça. La psychologie, tout ne m'intéresse absolument pas. La seule chose qui m'intéresse, c'est le corps des acteurs. Et c'est ça que je cherche à opérer, à capter avec la caméra et avec la façon dont je les dirige. C'est leur présence. C'est accompagner le mouvement organique des acteurs. Ce serait ça, la direction d'acteur? Pour moi, oui. Et que l'émotion ne naît que de ce qui se passe dans le corps. Mais moi, je viens de la danse, à vrai dire, aussi. Et je rapproche énormément le travail de mise en scène avec la chorégraphie. Jamais j'irais dire à un acteur, à ce moment-là, tu vois, t'es un peu jaloux. Et donc, ce serait bien que... Non, je vais lui dire, tu vois, tu serres tes bras contre ton corps parce qu'il y a quelque chose qui est bloqué là dans ta gorge. Je vais plus employer ce genre de chemin que de lui dire, là, tu vois, t'es jaloux et il faut vraiment qu'on sente dans ton regard que t'es très, très jaloux et que quelque chose va exploser. Non. La dernière question, Emmanuelle Berco, c'est un rituel en forme d'épitaphe. Pourquoi filmez-vous? Ben moi, j'aime pas tellement m'exprimer, j'aime pas tellement communiquer. Et je pense que s'il y a une explication à chercher, elle est de ce côté-là. C'est qu'on ne peut pas non plus vivre dans sa bulle, qu'il faut échanger avec le monde extérieur et que c'est le moyen le plus adapté à ma personnalité que j'ai trouvé pour communiquer. Ce ciné-série et compagnie s'achève. Rendez-vous ici, au musée du Général Leclerc et de la Libération de Paris, musée Jean Moulin, qui propose notamment en ce moment une exposition consacrée à la résistance allemande. Que pouvait-il faire? Vous y retrouverez notamment les héros du film de Vincent Pérez. C'est jusqu'au 18 décembre prochain. Avant de se quitter, on change radicalement de style avec un coup de cœur pour L'Ornithologue, le nouveau film du plus captivant des cinéastes portugais actuels, João Pedro Rodrigues. Tengu is here, the spirit of the forest. Why did you tie me up like this, Faye? We curse. O fogo do espírito é um mistério que nunca conseguiremos compreender, mas apenas deixá-lo livremente atear-se em nós. Un véritable bijou de mise en scène qui mêle la noirceur au burlesque, le sexe à la foi et le sublime à la souffrance. Beau programme, non? Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine. Salut!